écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. À Bornéo, à la lisière de la grande forêt tropicale, Keria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment, Selay, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Keria, Selay et le bébé singe vont lutter contre la destruction de la forêt ancestrale plus que jamais menacée. Mais pour Keria, ce combat sera aussi l'occasion de découvrir la vérité sur ses origines. J'ai été émerveillée par ce film d'animation, un film en stop motion, par la beauté des images, des couleurs, des lumières, de la bande son. Tout est superbement travaillé, peaufiné. Et je suis très heureuse qu'un film d'animation s'empare de ce sujet brûlant. Pour nous en parler, j'ai la chance ce matin de recevoir son réalisateur Claude Barras. On avait adoré son premier long métrage que j'ai revisionné ces jours-ci en stop motion, Ma vie de courgette, multiprimé et nominé aux Oscars et qui a eu un César aussi d'ailleurs du meilleur film d'animation en 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de son nouveau film Sauvage, qui a déjà fait grande impression au dernier festival de Cannes, un film aussi en stop motion et qui sort en salle mercredi prochain, le 16 octobre 2024. Bonjour Claude Barras. Bonjour. Bienvenue sur So Sweet Planet. Comment est né ce projet de film ? Alors, disons qu'il y a plusieurs niveaux, mais disons comment on dit, l'étincelle qui m'a fait commencer, c'est les orang-outans. Je pense qu'enfant, j'aurais rêvé de faire le métier de Jeanne dans le film, c'est-à-dire elle est biologiste et elle vit dans la forêt. J'étais vraiment, j'aimais beaucoup la nature, j'observais beaucoup les animaux chez moi, mais je rêvais aussi des forêts tropicales comme beaucoup d'enfants. Et il y a 8 ans, quand je faisais la promotion de Ma vie de courgette, j'ai pas mal voyagé et j'ai passé pas mal de temps dans les hôtels, donc je lisais un petit peu des revues que je trouvais par-ci par-là et je suis tombé sur une revue qui expliquait qu'en 1900, il y avait à peu près 1 million d'orang-outans. En l'an 2000, il en restait à peu près 100 000 et en 2016, donc il en restait 15 000 et suivant la courbe, il prédisait l'extinction de l'espèce à l'état sauvage pour 2030, ce qui m'a vraiment fait un choc, qui m'a aussi rendu très triste et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon prochain film là autour et j'ai commencé à dessiner le bébé orang-outan qui est un peu le centre du film. Je me suis dit: «Il faut que je fasse un peu Sauver Willy, mais avec des orang-outans et de manière un peu plus, peut-être, moins, divertissante». Oui. Mmh. Et alors donc après, il y a, j'imagine, tout ce travail d'écriture. J'ai lu, on va en dire quelques mots tout de suite, que l'écrivaine Nancy Houston avait participé à l'écriture. Je ne sais pas si elle avait déjà participé à ce genre d'expérience. Comment est-elle arrivée, dans ce projet? Parce qu'on voit qu'en fait, il y a quand même des pointures, chacune dans leur domaine, dans tous les domaines et même en lisant, l'interview, on va en parler, qui est dans le dossier de presse, j'ai découvert que tout le travail pour peaufiner et que tout soit au plus juste en amont de la création de ce film, c'est dingue en fait. Alors, on va commencer avec Nancy Houston peut-être? Oui, alors oui, effectivement, comme c'est un sujet, exotique, mais finalement dont on est, très lié à travers le commerce de l'huile de palme et ce qu'on consomme ici. Mais c'est quand même voilà, ça se passe dans la forêt de Bornéo avec les derniers chasseurs-cueilleurs, les Penan. J'avais besoin de bien connaître le sujet, de m'imprégner et d'être très documenté, pour me sentir à l'aise avec ce projet de film. Et je venais de lire, j'aimais beaucoup l'œuvre de Nancy Houston, j'avais lu plusieurs choses, mais je venais de lire Le Club des miracles relatifs, qui était sorti justement en 2016, où Nancy Houston retourne en Alberta, là où elle a grandi, et elle va dans les grandes villes de sables bitumineux, des villes qui sont, heu, c'est presque que des hommes et des mineurs qui sont là, et il y a ils ont une espèce de langue avec 300 mots d'anglais pour parler entre eux, beaucoup d'alcool, des casinos et beaucoup de femmes, autochtones qui disparaissent autour de la ville.
voilà, elle se documente là autour. Elle est aussi un peu sidérée comme moi quand j'ai découvert la disparition programmée des orang-outans et elle en fait un roman, très documenté, mais un conte puissant et du coup, je me suis dit que c'était le bon angle d'attaque, se me documenter, à fond et ensuite trouver les bons personnages pour construire ce conte et du coup, on avait un ami en commun, elle avait bien aimé Ma vie de courgette, donc c'est sur ce premier travail de définir les bons personnages pour, ensuite écrire le scénario, qu'elle m'a c'est là qu'elle m'a beaucoup aidé, ouais. D'accord. Les voix des petits personnages sont formidablement, interprétées donc par, Laetitia Doche, Benoît Poelvoorde, Gaël Faye, entre autres. Les caractères, les intonations, c'est un régal, c'est un travail de très grande précision. Comment s'est fait ce casting? Est-ce qu'on pense déjà à quelqu'un lorsqu'on crée le personnage? On le crée sur le papier ou lorsqu'on le crée, vraiment pour le stop motion? On va en reparler aussi, de cette technique. Comment ça se passe ce casting de voix qui est quand même, aussi un gros plus, sur ce film? J'ai juste un truc qui me passe en tête, je vais, f finir de répondre à la première D'accord, question avant de passer à celle-là. Malheureusement hier, j'ai on m'a dit qu'il y a un rapport du WWF qui est sorti sur l'effondrement de la oui, biodiversité et en fait qui confirme la disparition programmée des orang-outans pour la fin, de la décennie. Je crois que là, on en est à 8 000 à peu près, quoi. Donc non seulement les espèces disparaissent, mais effectivement le nombre d'individus par espèce aussi, chute, quoi. Mais bon, c'est pas étonnant quand on voit ce qu'on laisse comme espace, et oui. sauvage, à ces animaux. Mmh. Alors on en était au Donc pour revenir casting. à la question, les Oui, voix, ouais, tout à fait. Donc les voix, pour moi, c'est, l'âme, vraiment l'âme du film, l'âme des personnages. On s'arrête beaucoup, sur le visuel parce qu'effectivement les marionnettes, c'est quelque chose d'assez, magique, chamanique presque, ensorcelant. Mais derrière la marionnette, c'est le corps du personnage et la marionnette, elle bouge une fois qu'on a, défini l'âme et pour moi, l'âme, c'est les dialogues et ensuite les dialogues qui rencontrent l'acteur et l'acteur qui va me donner interprété, toutes les oui, et donc pour ça, ben, on a fait un gros travail d'écriture, hein, à partir des personnages, définis, avec Nancy Houston. J'ai travaillé avec Catherine Payet, qui est une scénariste, qui partage aussi les mêmes valeurs, qui était aussi préoccupée par tout ça et on a déroulé l'ossature du récit et le dernier truc qu'on fait, c'est les dialogues, mais ça prend pas mal de temps. Il faut trouver, la façon de parler, des petites choses, un peu spéciales pour chaque personnage. Puis quand on sent que c'est bon, on appelle des acteurs. Moi, j'avais pas on n'a pas écrit pour des acteurs, on a vraiment écrit pour les personnages qu'on avait définis et en pensant à à Bornéo, on a recentré le récit sur une famille, donc aussi sur les rapports de famille, les filiations, les petites choses qu'on pouvait trouver et ensuite avec les producteurs, on a commencé à réfléchir à un casting. Benoît Poelvoorde est venu par le producteur belge qui est un ami proche de Benoît Poelvoorde, donc comme moi je l'avais entendu sur un ou 2 films un peu plus dramatiques, il me semblait que pour ce personnage assez ambigu, mais qu'il fallait qu'on soit en empathie avec lui malgré son ambiguïté, il allait bien faire le travail et c'était vraiment super. Les enfants, on a, quelqu'un qui a fait un casting assez large et puis moi j'ai choisi 4 enfants à peu près par rôle et ensuite, ce qui est important pour moi, c'est quand j'enregistre, qu'ils puissent, ne pas, devoir jouer et être vraiment un petit peu dans leur propre, façon oui, d'être, qu'il y ait ça il y a une spontanéité quand même, ouais, une spontanéité et donc on a fait un petit jeu de rôle, avec ces 8 acteurs qu'on avait choisis. On les a fait jouer 2 à 2 mmh. en leur expliquant, voilà, qu'on allait en choisir 2, que c'était pas les plus mauvais qui allaient partir et les meilleurs, qui allaient venir, mais qu'on cherchait vraiment à trouver le bon duo. Et quand Martin et Babette, ont commencé à jouer, ça a été assez une évidence. Et puis pour Laetitia 2, je l'avais vue sur un spectacle Hate qui est absolument, incroyable, où elle est seule en scène avec un cheval, elle est juste vêtue d'un d'une banane. Voilà, elle demande le cheval en mariage, elle parle de son rapport aux hommes, aux animaux, au monde, c'est, à la fois hyper drôle et très philosophique et très, décalé.
Donc j'ai pensé tout de suite au personnage de Jeanne, et pour l'intérêt qu'elle a pour le vivant, mais aussi, pour le grain de folie, qu'elle porte en elle. Et pour le contremaître, je voulais aussi que ce soit pas trop caricatural dans la méchanceté, mais que ce soit un contremaître un peu éclairé, un peu cynique, qui connaît la situation et qui puisse presque nous faire la morale, parce que ça m'est arrivé beaucoup, quand on s'attaque aux grands lobbies, ils arrivent très bien à nous retourner toujours les problèmes, à la figure. Et donc j'ai choisi Michel Villermoz, qui avait joué, le flic Raymond, dans Ma vie de courgette, donc là, dans un emploi, à l'inverse, et il a très bien joué le jeu. Ah oui, oui, oui. Ça affine vraiment, hein, les personnalités en fait de chacun, les ambiguïtés. Donc avant d'entrer dans le sujet, dans les sujets du film, quelques mots peut-être de cette technique utilisée pour ce film, le stop motion. C'est une technique, disons, que j'ai choisie et que je continuerai à choisir parce qu'elle est très longue, complexe, segmentée, technique, et du coup et très artisanale. Et du coup, c'est pour moi une antidote, à la numérisation et à la vitesse du monde dans lequel, je suis obligé d'évoluer comme Oui, comme tout oui, le oui, oui. monde. Et mais effectivement, c'est on fabrique des marionnettes, des décors, on enregistre des voix, et ensuite on va, animer image par image, ces marionnettes, 12 images par seconde, et à peu près 4 secondes par jour par animateur. Et Et combien d'animateurs alors, du coup, sur un film comme ça? et du coup, pour aller un peu plus vite, effectivement, on a construit, 17 studios, et puis dans chaque studio, il y a un animateur qui travaille, enfin il y a 10 animateurs qui travaillent en parallèle, et dans les 7 autres studios, on monte et on démonte les décors et on prépare les scènes Donc suivantes. dans chaque studio se tournent des séquences différentes du film? Du Ouais, un espace, on va dire spatio-temporel du film, une capsule spatio-temporelle du film dans chaque studio, ouais. Avec un animateur qui est en charge de faire la Mmh séquence, mh. et comme il y avait, 42 séquences, 10 animateurs, ben, chaque animateur a fait à peu près 4 séquences, ouais. Donc ça prend combien de temps finalement un film comme ça? Et donc assez rapide à tourner parce que, là, on faisait 40 secondes par jour, c'est-à-dire, 10 minutes, un peu plus de 10 minutes par mois. On a fait 8 mois pour tourner le film, ce qui est assez rapide pour, ce genre d'exercice. Et par contre, avant, il a fallu 1 an avec 40 personnes pour fabriquer les Mmh mh. marionnettes, et 1 an avec 40 personnes pour fabriquer les Ah décors. oui. C'est fait en Bretagne, et puis les marionnettes, près de Genève, à Annemasse. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une équipe, qui fait, Puppets Hospital, qui s'occupe Alors de oui. chaque soir de réparer, de remettre en état, les petites marionnettes pour le lendemain. Oui, alors on a forcément, vu qu'il y a 10 plateaux qui tournent, on a par exemple 12 Keria, 12 Selai, 12 Oshi, le petit singe, pour pouvoir être sur tous les plateaux, et quand il y a quelque chose qui casse, remplacer par un, et le temps qu'on répare. Et il y avait effectivement 3 personnes qui viennent de l'atelier de construction de marionnettes qui étaient là pour s'occuper de ces marionnettes. Puppet Hospital, tout à fait, les repeindre, changer les bras cassés, changer les Oui. costumes. En fait, quand j'ai vu les petites vidéos là, making of là de que je vais mettre aussi, sur le site So Sweet Planet, qui montrent un petit peu l'envers, des décors, et je me disais, et en fait, je pensais même pas en parler parce que je me dis: «C'est des comparaisons qui sont un peu peut-être faciles ou un peu lourdes», mais j'avais vu 4 petits documentaires. Je me souviens, c'était pendant le 1er confinement du covid, et la NHK, la chaîne japonaise avait mis 4 petits documentaires traduits dans plein de langues sur, Miyazaki. Et bon, comme beaucoup de gens, j'adore Miyazaki, et en fait, ce qui m'a, pourquoi à un moment j'ai pensé, à un lien avec, Miyazaki, et j'ai vu dans le dossier de presse que dans l'interview qui y est, que vous en parliez, donc je me permets de le faire. Parce que moi, ce qui m'a touchée, c'est ce travail de ça paraît peut-être un peu, curieux de dire ça, mais ce travail de cœur qu'il y a derrière et qu'on a beaucoup moins dans des choses qui sont complètement numérisées aujourd'hui, et où il y a un travail artisanal, perfectionniste, avec une intention du réalisateur. Et quand je voyais dans ces petits documentaires, Miyazaki travailler, on voyait ce qu'il avait dans la tête, et que quel que soit le temps que ça lui prenait, il dessinait, il allait au bout de ce qu'il voulait faire passer comme émotion. On est vraiment dans le subtil, et j'ai ressenti ça dans cette préparation, dans tout ce que j'ai lu et vu de ton travail. Oui, sûrement qu'il y a, des fois on me demande comment est-ce que je fais ce travail, je dis,
avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. C'est comme ça qu'on fait des Mmh. personnages et on les fait, en famille, c'est-à-dire avec beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Et hier, Laetitia Doche, qui était avec moi pour une partie des interviews, a fait une remarque qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Elle a dit qu'en fait, le soin et l'attention qu'on mettait dans les personnages, c'était aussi le soin et l'attention qu'on voulait transmettre, dans le message, et qu'on voulait transmettre à la nature. C'était comme si on faisait un rituel chamanique en faisant ce film pour essayer de donner envie de prendre soin des autres formes de vie. Voilà, c'est sa vision à elle, disons, mais ça m'a vraiment touché et c'est vrai que je pense cette technique. Moi, j'ai des grandes marionnettes, beaucoup plus grandes que ce qui se fait d'habitude dans le stop motion. Souvent, on doit travailler avec des pinces à épiler, des petits instruments pour changer les bouches, bouger les yeux. Moi, je design les marionnettes pour que les animateurs puissent travailler avec leurs mains directement. Parce que, j'ai remarqué, j'ai un très bon ami animateur que, quand on a un contact direct avec les mains, un tactile et que c'est facile parce que c'est grand, et ben, ça met une forme d'empathie et de rencontre qui est beaucoup plus, heu, sympathique, avec beaucoup plus d'émotion entre l'animateur et sa marionnette. Donc c'est vrai que je crois que ce rapport tactile aux choses et d'être tous autour de ces marionnettes pendant des mois à éclairer, à les faire bouger, ça crée quand même, un chemin de création qui est vraiment très beau et c'est une forme de résistance effectivement, comme je disais tout à l'heure, à l'accélération et la numérisation du monde, Oui. ouais. La déshumanisation peut-être aussi? Ça dépend ce qu'on définit comme être humain. Moi je lis un peu Harari ou Ludovic Slimak là qui s'intéresse à Néandertal. Pour lui, Homo sapiens, c'est, dès son apparition, les objets en série, la maîtrise, du vivant et la disparition des grandes espèces, déjà, il y a 40 000 ans, hein, on a fait disparaître les mammouths, les rhinocéros laineux. Donc peut-être que l'humanité a quand même en lui, Oui. une forme de besoin de maîtrise et de Mmh contrôle, mh. qui, heu, qui est à la fois fascinante et puissante, mais aussi qui est en même temps un revers de la médaille, Mmh. très destructeur, hein. Tout à fait. Comment est-ce que tu as été sensibilisée personnellement à un des problèmes dont il est question dans ce film, la déforestation? Tu as parlé des orang-outans. Alors disons qu'il y a plusieurs, je pourrais en parler très longtemps, Mmh. mais disons effectivement lié à cet article sur les orang-outans, c'était très clairement les causes étaient très, très clairement établies, c'est la perte de l'habitat, déforestation, palmiers à huile. Ensuite, du coup, j'ai rencontré Emmanuelle Grünmann, qui est une primatologue qui a beaucoup travaillé, là-bas, sur le langage, enfin sur plein de choses, disons et elle a vu, aussi arriver le front de déforestation et ça l'a tellement déprimée elle s'est transformée en journaliste d'investigation et elle a fait un bouquin, absolument, heu, très, très clair sur qu'est-ce que l'huile de palme et pourquoi c'est devenu un fléau si rentable, c'est le titre du Mmh livre. mh. Voilà, ça c'est l'autre, à travers disons cette étude-là, je peux faire un petit résumé peut-être Oui, pour oui, les oui, oui, lecteurs, oui, oui, oui. du livre. En gros, le palmier à huile, c'est un arbre miraculeux, il fait une huile qui est très, très bonne, qui a un goût de noisette, qui a une belle couleur un peu orangée. Et qui, au mètre carré, c'est la plante la plus rentable, pour créer de l'huile de consommation et donc finalement ça permettrait sur des petites surfaces de faire de l'huile, de bonne qualité. Sauf que quand c'est l'industrie agroalimentaire, comme toujours, tout ce qui compte, c'est de faire le plus d'argent le plus rapidement possible et du coup, de cet arbre miraculeux, on a fait un instrument de destruction et pour moi, c'est vraiment des criminels qui sont derrière tout ça, avec la complicité de nos politiciens qui font des accords de libre-échange pour importer cette huile ici, la mettre, dans des pâtes à tartiner à bouchon rouge qui maintenant passent à bouchon vert pour nous faire croire que c'est soutenable, c'est vraiment honteux et dans plein de choses, hein, des yaourts, il y a, Foodwatch qui vient sortir un gros dossier, dans les shampoings, enfin il y en a partout
et tout ça, ben, chez nous, les paysans qui font du colza, d'autres huiles, ben, ça leur fait baisser les prix. En fait, toute cette chaîne d'agroalimentaire, elle est faite, pour appauvrir tout le monde, et pour se faire le plus d'argent possible, le plus vite possible, tout en sachant que ça détruit tout. Oui. Donc c'est vraiment, pour moi, des gens qu'il faudrait, poursuivre et mettre en prison, Oui, il y a beaucoup, à dire. Alors dans oui, ça détruit la forêt, c'est sûr, mais ça détruit pas que la oui, forêt, parce qu'à Bornéo, il reste 15 de forêt primaire, 30 si on compte les forêts secondaires. Mais en même temps, toutes ces plantations, on arrose de pesticides. Il reste des rats et quelques insectes qui vivent dedans. Donc c'est toute la biodiversité qui voilà. s'écroule, et après c'est, les pluies qui lavent toute la terre qui va dans les rivières. Dans les rivières, elles sont complètement, remplies de terre, et il y a plus de vie, et ça va jusqu'aux coraux qu'il y a sur la côte. Donc c'est vraiment un écocide, donc je crois qu'on Oui, peut oui. pas, dire autrement, et effectivement, c'est pas loin d'être un génocide aussi pour les gens qui vivaient dans la forêt. Parce qu'une fois qu'on a coupé la forêt, ils n'ont pas d'autre choix que de travailler pour 1 franc par jour, y compris les enfants, dans ces Mmh. plantations. Alors je précise où tu dis 1 franc parce que tu es suisse. Oui, 1 €, il y a les c'est à peu près à parité. Donc il est question aussi dans le film du mépris des autres formes de vie. C'est très, présent ça et j'ai lu dans l'interview qui est dans le dossier de presse dont j'ai déjà parlé, tu dis: «La lecture des anthropologues et des philosophes du vivant comme Bruno Latour, Baptiste Morizot et Vinciane Després m'a beaucoup aidé à poser un regard plus ouvert sur la modernité». Est-ce que tu peux nous en dire, un petit peu plus? Oui, en tout cas, disons que moi je suis parti avec un regard assez énervé et assez, essentialiste, en me disant, «La modernité a tacheté, et ces peuples sont totalement, vierges, et on est vraiment des gros méchants», et en fait, Idéaliser un petit peu? Tu les as voilà, idéalisés? ouais. Oui. Oui, et c'est un peu le bon sauvage, comme on disait à l'époque. J'avais un peu ça en tête quand même. Je pense que c'est une manière d'essayer de se sauver soi-même de choses qu'on n'aime pas, dans là où on Mmh mh. vit, et puis à force de, disons, de lecture et de voyage aussi, parce que je suis parti du coup dans la forêt, comme Kéria, l'héroïne de mon film, avec une petite famille, chez les derniers chasseurs-cueilleurs de Bornéo, et en fait, je me suis rendu compte que voilà, ils avaient quand même des téléphones portables, ils surveillaient aussi leur forêt par drone, ils cartographiaient certains arbres, qu'ils utilisent aussi, bah, grâce aux drones. Hem Et puis, surtout, que si j'étais venu en avion, que j'écrivais mon scénario sur un Mac et que j'étais incapable de me séparer de mon téléphone malgré mes multiples tentatives, je ne pouvais pas avoir une posture qui rejette entièrement, la modernité. Donc je crois qu'il y a dans la modernité, comme dans peut-être Homo sapiens dès le départ, une créativité, une puissance, et un réseau d'échange des informations qui fait qu'effectivement la science, et la connaissance, sont vraiment quelque chose d'assez, positif et chouette, mais aussi une puissance d'agir, dans l'ombre, et d'asservir, les autres vivants, y compris, d'autres peuples, qui est, absolument glaçante. Oui. Donc c'est cette part-là de la modernité à laquelle il faudrait, s'attaquer, l'extractivisme, et puis, je sais pas, l'espèce de mafia qui, s'enrichit, sur le fait qu'il y a pas de gouvernement mondial, donc il y a pas de loi qui gère tout ça, et du coup, dans chaque pays, ils vont faire le plus de choses, à la limite du légal pour, s'en mettre plein les fouilles. Oui. Alors tu aurais pu mettre en scène dans ce film d'animation une, communauté, autochtone imaginée, inventée, mais tu as choisi une communauté qui existe vraiment, donc celle des Pénanes. Pourquoi une vraie communauté et pourquoi eux? Alors, parce que ça, c'est une autre source, de mon film. C'est la deuxième source, ça vient de Bruno Manzer, qui était, un idéaliste, suisse, qui pensait que l'argent, rendait l'homme malheureux, que c'est l'argent était la source un peu de la Des problèmes? problème humain. Voilà. Donc il voulait échapper à ça, il s'est, arrêté sur Bornéo, il est parti là-bas. Je crois qu'au bout de 2 semaines, il avait les pieds qui avaient doublé de volume à cause
d'une plante, il s'est fait piquer par un cobra et il a la chance de tomber sur Along Sega, que d'ailleurs j'ai pu reprendre son nom avec l'accord des communautés, pour le grand-père, parce que c'est quelqu'un qui est resté dans la pour les Pénanes, comme le dernier grand chef animiste, qui a lancé la résistance, aux bûcherons et petit à petit, il a été adopté par les Pénanes jusqu'au bout de 6 ans, être surnommé, Lucky Pénane, c'est-à-dire l'homme pénant. Il était devenu presque plus pénant que les Mais Pénans. il est resté vivre là-bas, du coup? Il est resté le vivre là-bas, assez longtemps, ouais, il est rentré 1 ou 2 fois en Suisse, mais je crois qu'il est resté 6 ans et après il est retourné 3 ans. Mais au bout de 6 ans, il voit arriver, la première route, les premiers bûcherons, il voyage un peu et il voit le front, qui a de déforestation qui est massif. Il se renseigne un peu et il comprend que, voilà, c'est parti, quoi. Il y a personne qui les arrêtera parce que les Pénans, étant nomades, comme beaucoup de nomades, dans le monde, n'ont pas de papier, pas d'identité, pas de droit et du coup, ben, ils peuvent pas se défendre. Donc lui, quand même, il les fédère parce que c'est des petites tribus qui sont pas forcément, toutes amies au départ, mais devant ce qui arrive, ils comprennent assez vite qu'il faut qu'ils fassent front et ils commencent à faire des barrages. La police vient, il y en a qui sont mis en prison, il y en a qui disparaissent dans les rivières et puis, la tête de Bruno Manzer et de quelques-uns de ses amis est mis à prix. Donc, il y en a qui partent au Canada, Mutang par exemple, il part au Canada, et Bruno Manzer vient en Suisse. Il fait une tournée avec Greenpeace, il atterrit en parapente avec une banderole au sommet de Rio, il se pend à une télécabine, près de Davos, aussi un des premiers forums économiques. Et moi j'ai, 15 entre 15 et 20 ans, donc j'apprends ce qui se passe à Bornéo et je vois des images des pédants qui voyageaient avec, Bruno Manzer et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fasciné, et par l'aspect résistance et aussi par le fait qu'il y a encore des gens qui vivent, de la cueillette et de la chasse, dans une forêt, dans notre monde qui semble, complètement civilisé et je trouve ça, forcément assez fascinant. Et donc, à un moment, quand je m'intéresse aux orang-outans, que je vois que les derniers orang-outans sont à Bornéo, même si c'est pas exactement le même territoire, je me dis que je vais faire une histoire qui, rassemble, les luttes et qui puisse peut-être, parler d'un problème de manière un peu plus globale et voire inclure, l'Occident, en tout cas le lien qu'on peut avoir, à travers, ce qu'on consomme. Oui, très important, on va en reparler. Et donc est-ce que vous, l'équipe du film, est-ce que vous les avez, impliqués dans la préparation du film? Oui, dans la préparation, dans la fabrication et maintenant dans le combat, disons qu'on fait un relais sur la réalité de leur Oui. combat. Mais, donc moi j'ai pu partir, Bruno Manzer, j'ai oublié de dire, mais il est reparti en 2000, voir ses amis pénants, mais sa tête était mise à prix et il a traversé la frontière, depuis, Mmh. l'Indonésie, vers un village et il est jamais arrivé au village, en fait et donc voilà, on soupçonne qu'il a été, hem, liquidé, ou que quelqu'un l'a vendu Oui. quoi, on sait pas trop et il a laissé une fondation, qui est toujours active, qui travaille avec différentes communautés pénanes, mais maintenant qui travaille aussi sur d'autres forêts du monde, pour essayer de préserver les peuples et les forêts, qui sont menacés et donc à travers, Baptiste qui travaille là-bas, j'ai pu voyager avec lui, aller à une réunion disons de chefs de famille, pour, les aider à lutter, à se sentir, forts, face à ce qui se passe. C'est une réunion annuelle et donc là, moi, j'ai pu présenter mon projet. J'avais amené une petite marionnette de courgettes, j'ai montré un bout du film pour expliquer comment je travaillais, quel était le projet du film et ensuite, j'ai pu partir 10 jours justement avec, Ben Meggout et sa famille, dans la forêt vraiment, avec des petits campements nomades, de la chasse, et cetera. Donc ça, c'était un des plus beaux moments de ma vie, je crois quand même. C'était vraiment très, très, malgré toute la difficulté qui entoure cette lutte et une fois qu'on est dans la forêt avec ces gens, bien accompagnés qui nous font découvrir et entendre la forêt, on oublie très vite, toutes les difficultés qui nous entourent, ouais.
C'est ce que j'ai essayé de faire avec le film et je pense que c'est ça qui peut donner envie aux gens de réagir, c'est de sentir, que ce qu'on détruit, est vraiment unique et que si ça disparaît, on va perdre beaucoup plus qu'une forêt. Et ils ont eu leur mot à dire sur le scénario? Il y a eu des interactions au niveau de l'écriture ou? Alors oui, alors moi je parle pas, pénan bien sûr, mais j'avais un guide, James, qui a grandi dans la forêt, qui vivait en ville, qui parlait un peu anglais, moi aussi un petit peu anglais, donc on a parlé un peu avec les mots, un peu avec des dessins et un peu, avec les yeux et donc ce qui s'est passé aussi là-bas, c'est qu'il y avait, j'ai compris pas tout de suite, mais il y avait un garçon de 15 ans et une fille de 8 ans. Elle s'appelait, Nalali et c'était la petite fille de Pedmedout et donc la nièce de l'enfant de 15 ans et en fait, elle était là parce qu'elle supportait pas l'école, ses parents étaient partis en ville et devant son sa grosse déprime, et le fait que les enfants se moquaient d'elle, les parents ont eu l'intelligence de la renvoyer dans la forêt et de se dire que finalement apprendre à vivre en forêt, c'était aussi une jolie école et du coup, ça a inspiré beaucoup le personnage de Selay, qu'il y a dans le Oui, film. Mais au-delà de ça, ensuite, ils m'ont expliqué aussi que chez eux, raconter une histoire, ça implique les gens qu'on raconte dans la réalité et que raconter des histoires, c'est important de trouver, des belles choses à raconter, même s'il y a du drame, même si, on fait monter c'est des très bons raconteurs d'histoires, au coin du feu, le soir, ils adorent, ils passent des heures à se raconter des histoires de chasse, tout ça. C'est parfois assez dramatique, mais c'est jamais, des histoires, dystopiques ou négatives. Il y a toujours à la fin, soit quelque chose qui fait rire, soit, un peu de lumière qui vient et donc moi, je suis obligé de faire ça de toute façon pour les enfants et j'avais besoin en tout cas qu'ils puissent lire le scénario et qu'ils peuvent être en accord avec ce que j'allais raconter aussi, que je sois dans leur tradition quelque oui, part, ouais. c'est ça que je souhaitais, que tu dises parce que justement c'est important de il y a eu tellement d'exotisation et de personnes qui ont voulu parler au nom d'autres peuples ou d'autres, et finalement en Oui, n'arrangeant pas toujours leur cause. Là, j'ai non, non, trouvé que c'est ce sûr. travail, sensible et très respectueux que tu avais fait, en amont et avec eux et vraiment conjointement était intéressant. C'est intéressant de le dire, je trouve aussi. Oui, oui, puis c'était pour moi un des grandes interrogations, en préparant le film jusqu'où je pouvais, me sentir, heu, apte à parler des pénans, pas faire un film sur les pénans parce que c'est un film, je pense, sur, la modernité et les traditions et ça me concerne aussi parce que je viens ça c'est le troisième aspect d'une famille de, paysans, petits paysans de montagne, dans les Alpes, qui étaient très autonomes. Moi, mon grand-père, il fabriquait encore des râteaux en bois, avec du châtaignier, donc on n'est pas très loin quelque part et c'est vrai que la modernité, elle fait partout à peu près la même chose. Donc je savais que cette histoire, je me sentais apte à la raconter, heu, par moi-même en faisant un rétroviseur sur mon parcours puisque adolescent paysan, par exemple, c'était une insulte, donc c'est un peu aussi ce qui arrive à Selaï, à Oui, l'école. Et mais par contre, il fallait que je sois enfin, qu'on soit assez connecté avec les pénans et c'est vrai que Bruno Manzère, était a plané beaucoup sur le projet aussi parce que ça a été un ambassadeur, entre les 2 mondes. Quelqu'un qui a ouvert des portes et qui a créé des liens et du coup, le dernier lien qu'il a laissé aussi, c'est que, hem Nelly Toungan et sa fille, Célivia, habitent Dijon et en fait connaissaient très bien aussi Bruno Manzère et en fait, donc ils sont penants? alors Nelly, ouais, la région où elle était a été déforestée, dans les années, je crois, 90 pour les Français, heu et elle a rencontré un Français qui passait par là, en voyage, et ils sont rentrés, en France parce qu'ils voilà, c'était trop triste. Elle est tombée amoureuse de lui donc. Elle avait déjà un enfant qui est resté chez ses grands-parents, Célivia et puis à l'âge de 8 ans, Célivia a rejoint sa maman, ici en France et donc c'est, vraiment des gens, qui sont nés dans la forêt, qui connaissent encore tout de la forêt,
qui font pas mal d'activités aussi avec les enfants autour de la culture pénane et qui ont pu du coup m'accompagner beaucoup plus en détail aussi puisqu'on avait une langue, commune pour les détails de ethnographiques et puis c'est elle qui a pu chanter, qui a pu coacher les acteurs pour la langue pénane et son frère Coméoc, le dernier beau hasard, c'est le représentant pénan à l'international et lui, il est encore, aussi sur place et donc je suis tombé dans une petite cosmogonie, pénane, assez rapidement, et ils nous ont visités aussi sur le tournage, voilà. J'ai lu que Et ils ont oui. fabriqué aussi, tous les petits sacs à dos, c'est vraiment, fabriqué par les Pénans, en miniature pour nos marionnettes avec du rotin, dans la forêt tropicale. Et je crois qu'elles interprètent aussi, cette femme dont tu parles, Nelly, elle interprète le rôle de la Oui, grand-mère, non? elle fait la Mmh, grand-mère et Célivia fait, la mère de Célaï, oui. oui. Mmh, tout à fait et maintenant elle nous accompagne aussi, ben, beaucoup, sur les Mmh. avant-premières, ouais. Alors comment, vous avez reconstitué les ambiances sonores? Parce qu'elles sont magnifiques, hein, les ambiances du film et est-ce qu'il y avait un souci aussi, d'exactitude par rapport à cette restitution d'ambiance sonore? Ça vaut la peine de l'écouter dans une salle parce que ça a été vraiment enregistré, dans la forêt avec, 5 micros. Il y a une immersion dans la salle qui est vraiment très, très belle, ouais. Mais donc oui, heu, comme pour les personnages, le son pour moi, la voix, c'est l'âme des personnages et pour moi le son, c'est la partie inconsciente et l'âme du film et là, j'ai un rapport disons avec des briques de réel, c'est très documenté, tout le film est très documenté. Avec ces briques de réel, je crée un conte. L'aspect du conte, il est surtout sur les marionnettes et le visuel. Mais par contre, l'aspect documentaire et réaliste, je le mets plutôt dans le son. Donc il fallait que le son, je voulais pas de musique autre que la musique de la forêt et après je suis tombé sur Bernie Krause qui est, un compositeur, des années 60 d'Hollywood qui faisait des enregistrements dans les forêts et qui s'est rendu compte au fil des Ah, c'est années lui qui que était bioacousticien, non? c'est lui qui a créé, mais par le côté artistique, mais il s'est rendu compte, voilà, qu'il pouvait définir les espèces. Puis ensuite avec des biologistes, ils ont théorisé et lancé, du côté scientifique aussi la bioacoustique, et c'est génial parce qu'effectivement avant pour faire une liste d'espèces, on par exemple de souvent, dans les forêts tropicales, on mettait un drap blanc, des grosses lumières et puis, souvent on devait même tuer les animaux pour les compter et puis, les décrire et là tout d'un coup, ça c'est la manière quand même très impérialiste qu'on a de la nature, même si on est biologiste et là tout d'un coup on pose un micro et on a apparemment, en allant dans des choses qu'on n'entend pas, dans les infrabasses et les aigus, on peut, définir tout le vivant, y compris des fois même des végétaux, quoi et parce que, selon cette théorie, pour vivre, un être vivant, il a besoin de se faire comprendre par ses congénères et donc il faut qu'à un moment de la journée, il ait une fréquence et un moment où il peut parler parler aux autres et donc moi, quand j'ai pris connaissance de ce truc-là, je enfin, ça m'a Oui. fasciné et je me suis dit: «Ben, le film, il faut qu'il respecte, la forêt dans ce sens-là». Après, il fallait trouver quelqu'un qui puisse, comprendre et faire ça. Il fallait que les producteurs aussi qui voulaient mettre de la musique et faire un film peut-être un peu plus, grand public dans leur tête, hein, parce que finalement ils sont très contents. Mais j'ai dû les convaincre de la démarche et puis on est tombé sur Charlie, Deville, qui lui fait de la musique électronique et en même temps, il fait des enregistrements aussi, de beaucoup d'ambiance, pas forcément la forêt. Il connaissait pas encore exactement très bien, la théorie, bioacoustique. Puis très vite, il nous a proposé de partir, plutôt que chercher des enregistrements, de partir là-bas. Donc c'est avec le fonds Bruno Manzère aussi, on lui a trouvé un guide et il est parti dans la forêt. Il est heureusement, il est revenu, mais il a failli y rester tellement il était bien aussi Ah là-bas. bon, Ouais. ouais.
Voilà. Et oui, justement, par rapport à ce que tu viens de dire là, je me suis fait la réflexion que les bandes son des films, d'animation aujourd'hui, elles sont souvent très chargées, très bruyantes, faut remplir l'espace à tout prix, quoi. Et ici, ce qui m'a marqué, c'est que tu oses de longs silences. Quel rôle, il a le silence? Ben, le silence, il a le rôle de enfin, c'est comme l'humour ou bien on peut parler d'un sujet difficile, compliqué. Si on le fait sans humour et sans amour, ça devient vite, soit répulsif, soit énervant et c'est je pense pas le ce que moi j'essaye de faire. Je trouve qu'avec ces sujets difficiles, il faut juste qu'on reconnecte, notre cœur et qu'on ait envie de préserver ce qui va plutôt que détruire, s'opposer avec la force contre les gens qui détruisent parce qu'on a très peu de chance derrière, ces lobbies qui sont, planétaires. Ce qu'on peut faire, c'est construire autre chose ou résister autrement, mais la force, moi, j'y crois peu, même si, des fois, j'aurais aussi envie quand même de tout casser, mais bon, voilà. Oui, des sentiments qui nous traversent tous. Mmh mh. Et tu as inséré des petits clins d'œil, aux mouvements engagés pour le climat et pour la protection de la biodiversité. J'ai vu que Jeanne, une amie de la famille, donc dans le film, a le logo d'Extinction, Rébellion sur son t-shirt. On voit aussi, la famille se tenir devant les représentants de la compagnie forestière, enfin de déforestation et ceux qui viennent pour, les déloger de leur lieu d'habitation et raser leur forêt. Ils se tiennent devant eux, devant leurs arbres, avec une banderole sur laquelle ils ont inscrit «Nous sommes la nature qui se défend», un slogan qu'on a aussi beaucoup vu dans les mouvements climat et pour la protection de la biodiversité. Est-ce que je me demandais, est-ce que tu as, déjà toi participé ou observé de près ces mouvements, engagés sur le terrain qui résistent ici? Enfin pas, dans la forêt de Bornéo du coup? Oui, oui, bien sûr, quand je commençais, je pense que c'était là, peut-être un peu après Courgette ou quand je commençais à écrire, enfin, je il y a plusieurs fois, j'ai connu Extinction Rébellion dans les premières, grosses manifs qu'il y a eu à Paris où ils avaient bloqué le quartier, je crois que c'était des Halles et avec des stands d'information et tout ça était très chouette. Il y avait plein de gens qui venaient, et on sentait vraiment pas, encore que ces gens allaient être traités d'éco-terroristes et allaient finir en prison, comme c'est arrivé en Suisse, je sais pas chez vous. Heu, j'ai l'impression que ce qui s'est radicalisé, c'est la réaction en face, c'est pas du tout, la manière de lutter. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment, un peu rageant. Mais oui, moi j'ai pas mal du coup en Suisse, été dans la rue, avec, beaucoup de jeunes, mais aussi des grands-parents pour le climat. Il y avait aussi, des médecins, et il y a eu, un prix Nobel, Jacques Dubochet aussi en Suisse qui était très actif, et puis le covid est arrivé et j'ai l'impression qu'on a tous été, tellement, à la fois plein d'espoir que ça change et puis, pris par cette reprise, désastreuse, les guerres et toutes les mauvaises nouvelles qu'on nous assène pour qu'on n'ait plus le courage de se rassembler et les forces de l'ordre, hein, alors en France, on n'en parle pas, hein, effectivement, Des forces de l'ordre? ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment, la Oui, oui, si répression, on en parle, hein, mais non, mais je veux dire, c'est qu'il y a même pas besoin ah d'en oui, parler. d'accord, On d'accord. est tous d'accord que les forces de l'ordre, enfin, on a l'impression des fois quand on voit les images qu'on est vraiment, dans un film dystopique, quoi. On peut plus aller dans la rue pour donner son avis sans se faire matraquer, c'est quand même assez fou, Oui, quoi. et je me souviens il y a quelques années, c'est même très récent, il y a peut-être 3 4 ans, relayé sur Facebook le nombre, chaque année, je ne sais plus qui sort ça, de défenseurs de l'environnement qui sont, recensés pour, avoir été tués, et ce nombre augmente, on est à plus de 200 Ah, c'est à l'ONU. Moi, c'était au festival, des droits humains, à Genève. Il y avait une conférence sur, l'Organisation des États-Unis, ils ont une section spéciale qui exfiltre, les, les gens qui sont en danger par rapport à leurs opinions politiques et très clairement, à partir de 2018, c'est les activistes écologistes qui étaient en première ligne. C'était plus les dissidents politiques ou de gauche ou de droite parce qu'ils expliquaient ça très bien, c'est que les enjeux financiers, il y a plus de droite, de gauche, tout ça, c'est l'ultralibéralisme, le capitalisme, les ultra riches qui, dirigent le monde et quand on s'y oppose, on disparaît, quoi, oui. hein.
On a vu beaucoup ça, pendant la présidence de Bolsonaro au Brésil justement où Mmh, ça a absolument, été tellement incroyable tout ce qui a été, ouais. Mmh. avec quand même, toute la communauté internationale qui était au courant et qui ne faisait pas grand-chose non plus. Donc c'est vrai qu'on Non. voit le pouvoir, hein, aujourd'hui de ces empires. Tout ça nous Oui, sidère et nous laisse des fois justement inactifs, quoi, et c'est je pense c'est contre cette sidération qu'il faut lutter aussi, oui, ouais. ne pas se résigner. Mmh. Alors, Jeanne, qui n'est pas originaire de cette forêt, mais qui s'y est installée il y a longtemps, essaie de convaincre le représentant de la compagnie de déforestation. Elle lui dit: «Cette forêt, 120 millions d'années, unique au monde, c'est un vrai miracle» et on voit bien que lui, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. On voit bien dans ce film le gouffre qui sépare les intérêts des uns et des autres et ce monde sensible, vivant, qui se fait violemment, broyer. Tout cela existe dans la réalité tel que c'est décrit dans le film, avec l'équipe, de la compagnie de déforestation justement qui arrive sur les terres où vivent les penants, comme en terrain conquis avec arrogance et un complexe de supériorité et ils veulent les acheter en leur disant: «On est là pour développer la région et vous aider à vous civiliser. Le progrès est en marche» ou encore: «En échange, la compagnie vous fournit du travail, des papiers d'identité si ce n'est pas du win-win, ça. C'est bon, ça fait sourire, dit comme ça et ça fait sourire, dans le film, mais en même temps, on se rend bien compte, que, parce que c'est malheureusement comme ça que ça se passe la plupart du temps, depuis des décennies et sur plusieurs continents et on sait que les promesses sont très rarement tenues et à chaque fois, c'est toujours les mêmes promesses, hein. On va vous construire un hôpital, Mmh. une école, vous allez avoir des papiers, et en fait, ces promesses, même quand elles sont un peu tenues, ça n'apporte pas du tout une vie meilleure parce que tout le milieu de vie est détruit, les écosystèmes sont détruits, les ressources pour, s'alimenter, naturellement de façon saine sont détruites. Ce sont des sujets, graves et un peu complexes. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet pour un film jeunesse? Mmh. Ben, je pense que, comme ici on consomme et surtout les enfants sont la cible, de Mmh, comment dire? De d'aliments, hyper transformés, fabriqués par, l'agroalimentaire, en fait, les enfants sont ciblés pour, être à l'autre bout de cette chaîne-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je les fasse, rentrer en empathie avec les gens qui sont dans la forêt et découvrir, comment tout ça est fabriqué. Je pouvais pas l'expliquer complètement dans le film parce qu'il serait devenu, peut-être trop moraliste ou trop, heu, complexe, mais j'ai essayé avec deux trois dialogues et les personnages de poser, un petit peu les enjeux, comme quand lui-même le contremaître assez cynique dit: «Vous avez qu'à arrêter de manger, des produits hyper transformés et consommer local et le problème est réglé». Parce que souvent pour moi, c'était important de mettre cette phrase dans la bouche du Mmh. méchant parce que c'est les arguments, vraiment, le progrès, les écoles, on va aider ces gens et j'ai entendu encore dernièrement, ça m'a rendu fou à la radio, qu'en fait l'aide au développement et les banques de développement, c'était vraiment, axé maintenant sur, le développement économique et les écoles et sédentariser les gens et c'est quand même fou Mmh. aujourd'hui qu'on soit encore là et du coup, l'autre côté, l'autre argument, c'est, «Oui, mais les consommateurs, ils adorent ça, ils aiment ça, donc nous, c'est pas notre faute, on fait juste que donner des produits, quoi et en fait, personne n'est coupable». C'est comme sur les réseaux sociaux, les gens disent: «Ah mais on n'est pas responsable de ce que les gens mettent en ligne, et puis on n'est pas responsable que les trucs, violents ils soient retweetés beaucoup plus parce qu'on a fait des algorithmes qui excitent les gens. C'est pas nous, il y a en fait, plus personne n'est responsable de rien. Alors que, le consommateur et ben, il va prendre forcément, les produits les moins chers et où il y a beaucoup de sucre et les enfants vont adorer ça, ils vont être Mmh. accros, ça va être mauvais pour leur Et oui, santé parce que le sucre et le gras sont addictifs donc et je veux pas du tout, pointer du doigt les gens qui sont gros parce que, enfin, chacun est comme il est, mais quand même, on se rend compte qu'il y a une espèce d'épidémie d'obésité, on dit ça, et que c'est lié exactement à ces mmh. produits-là et donc c'est quand même,
très documenté, tout le monde le sait, mais personne veut mettre la main dans la régulation de ces choses-là parce que ça touche à des grands groupes, puissants qui financent les campagnes électorales. Je crois qu'en c'est pas, c'est peut-être un peu un raccourci de dire ça, mais je crois pas en fait, sinon ça Mmh. bougerait. C'est pas possible, c'est nos enfants, quoi. Et du coup, en fait, on dit: «Oui, les consommateurs, c'est leur faute», comme que quand ils disaient: «Oui, mais les bouteilles, en PET, c'est les consommateurs qui les recyclent pas et» non, c'est vous qui nous vendez des bouteilles en PET, c'est pas les consommateurs qui sont responsables. Après le consommateur, il peut avoir l'envie, s'il est bien informé, de faire autrement et de dire: «Ces gens-là, je veux plus en avoir rien à faire». Ça, c'est ce qu'on appelle, donner du pouvoir au consommateur. Mais en tout cas, il faut jamais culpabiliser le consommateur et rentrer dans ces discours, néfastes. Au contraire, il faut dire: «Ben, voilà ce qui se passe. Si vous avez envie que ça change, vous avez du pouvoir et vous pouvez réfléchir à comment consommer. Encore faut-il, avoir un peu d'argent aussi parce qu'après on tient les gens aussi, avec ces prix qui sont toujours plus bas, et les gens toujours plus pauvres. C'est un système qui tient vraiment tous les tous les trucs, ensemble pour nous tenir vraiment captifs, et qu'on ouais, voilà. Dans le film et le livre, j'en redis encore un mot parce que justement, de Oui. Marie-Monique Robin, Vive les microbes, justement les scientifiques, qui ont fait des études sur plus de 20 ans, qu'elle est allée, interviewer. Il y a plus d'une vingtaine de scientifiques de premier plan et sur l'obésité, il y a des découvertes assez intéressantes où en fait parce que tout le film montre à quel point aujourd'hui, les maladies dites de civilisation sont très liées au manque, d'exposition à la biodiversité dans les 1000 premiers jours, pour les enfants. Donc il y a eu des études comparées entre des enfants, qui grandissaient sur des fermes traditionnelles et des enfants, qui Mmh. grandissaient, sans être en contact avec de la biodiversité, avec des microbes et il y a de nombreuses maladies du coup qui maintenant sont reliées aux problèmes, de notre microbiote et de ce qui se construit, dans les 1000 premiers jours et l'obésité, il a été démontré qu'il y avait un problème de dysbiose donc il y a évidemment le sucre et le gras, quand on en mange en trop grande Non, non, quantité, ouais. mais pour dire que tout est lié parce qu'en fait, justement, la déforestation, cette biodiversité qu'on ne protège pas, crée tous nos problèmes de civilisation, actuels. Mais jusqu'à l'agriculture, chez nous parce qu'en fait, il y a du sucre, il y a du gras et il y a des aliments, il y a plus de contact avec la terre, Voilà, puisqu'en fait, c'est des aliments transformé, industriels oui. qu'on mange. Du coup, on n'a plus une pomme avec un peu de ou alors, éventuellement, il y a du pesticide à la place d'avoir, des poils d'abeilles ou je sais pas ce qui va nous donner, le nourrir notre microbiote. Mais en fait, effectivement, oui, on vit tellement dans une bulle en dehors de tout ce qui est vivant qu'on est stérile, Voilà, quoi, hein. trop aseptisé. Mmh. Ouais. Et dans ce film, justement, on ressent aussi très bien, ce monde sensible. Il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de superbes images de nature qui nous émerveillent, comme si c'était vraiment des images de captation du réel, hein. Il y a des moments magiques, il y a des lucioles, on ressent très bien la communication entre les humains et les animaux. Je pense au moment où ils partent chasser et où le vol d'un toucan leur indique que non, il ne faut pas chasser aujourd'hui, vous allez manger autre chose. Et on ressent que les Penants entretiennent des liens avec ce monde de l'invisible, des ancêtres, des esprits, des mondes que nos sociétés, nous ici, on s'en est coupé, on a rejeté hein, avec notre progrès, tout ce monde invisible, on l'a méprisé. Qu'est-ce que tu avais envie d'en dire, toi qui as vécu avec eux et qui connais ce monde d'un peu plus près? Hem, j'ai l'impression qu'en tout cas, leur, pour eux, il y a pas de frontière nette entre la nature et nous, comme, dans la nouvelle façon d'aborder effectivement, ce rapport aux autres vivants, on ne doit plus dire le mot nature Oui, parce qu'effectivement, Philippe c'est presque Descola un et problème. oui, Ça définit oui, notre rapport qui est déjà biaisé voilà. et qu'effectivement, quand on demande à
Livia, quels étaient ses jouets dans Les Enfants des Folies de Monde, avec quoi elle jouait quand elle était, dans la forêt. Elle dit: «Mes jouets, j'avais pas de jouets, je jouais avec un bébé tortue, avec un bébé marcassin, avec un cochon, avec des toucans». Et en fait, ces animaux, ils les chassent, et quand ils chassent, par exemple, un toucan et qu'ils se rendent compte qu'il y a un nid, ils vont chercher les petits et les petits deviennent leurs enfants et ils grandissent avec leurs enfants et les singes, j'ai mis ça dans le livre. Par exemple, si tout d'un coup ils chassent, ils découvrent des marcassins, ben, ils les prennent avec eux. Ils les mangeront pas, jamais, parce qu'ils sont responsables maintenant de les faire grandir parce qu'ils ont pris leur mère. Alors ça peut paraître cruel ou étrange ou bizarre, mais je pense que c'est, un rapport, du coup aux autres qui est quand même respectueux parce que prélever de la nourriture, qu'elle soit carnée ou, que ça soit des végétaux, de manière équilibrée et être responsable, de la continuité, c'est-à-dire des enfants, je pense que c'est le bon rapport qu'on devrait avoir au monde. D'enfermer, des animaux dans des endroits, dans des espèces de prisons, insalubres, de nourrir, ces animaux avec, des granulés qui ont déforesté, l'Amazonie, et d'acheter un morceau de viande sans savoir, quel est notre rapport à cet animal, c'est vraiment malsain. Moi, on m'a un peu interpellé, du côté végan par rapport justement à ces scènes de chasse en disant: «Mais quand même, les animaux et tout ça». Moi, je pense, il faut, faire attention où on met la frontière. Je pense que, heu, si on est végan et qu'on achète des produits hyper transformés, qu'il y a du soja et de l'huile de palme dedans, je pense pas qu'on a la bonne approche. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on mange et quel est le rapport à ce qu'on mange pour s'en sortir et mettre, comme disait Bruno Latour, il faut redéfinir en fait, les forces politiques, pas avec des préjugés, mais vraiment avec, les problèmes concrets et renouer des alliances fortes autour de ces problèmes concrets. Et je pense que même si les paysans là, ils sont pas contents, ils veulent, qu'on leur laisse mettre encore un peu de pesticides, c'est pas parce qu'ils aiment les pesticides et ils aiment détruire la nature, c'est qu'ils sont aux abois parce qu'on a fait baisser leur prix et qu'ils ont fait ils ont pas d'autres solutions pour l'instant. Je viens du monde paysan, c'est pour ça moi ça m'énerve, hein, je suis anti-pesticides et tout, mais je pense que si on s'oppose aux paysans et qu'on comprend pas que tout ça est Mais lié, c'est pas aux on paysans en fait, s'organisera hein, pas. je pense qu'on est quand même nombreux à le dire haut et fort, c'est pas aux Mmh, paysans qu'on s'oppose, c'est à un non, système et au manque d'accompagnement pour les aider à changer de modèle. C'est pas du tout contre exactement. les paysans ce qui Mais se il joue. faudrait qu'on puisse s'asseoir avec eux et réfléchir avec eux, pour s'opposer à ce système et avec, effectivement, les pénants et parce que moi j'ai eu, cette discussion, il y a 2 semaines, à Namur, on a projeté le film. Il y a un paysan, qui a 3 tracteurs et qui met encore un peu de pesticides dans son champ, qui est venu là parce que le vendeur de tracteurs l'avait invité et il m'a pleuré dans les bras en disant: «Mais c'est génial, c'est exactement le problème». Enfin, eux aussi sont très conscients quand même, que le problème, de nourrir des animaux avec, du soja et qu'ils ont pas le choix parce qu'ils sont coincés, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse, faire des communautés d'intérêt et réfléchir ensemble et je crois que ça existe déjà un peu, et c'est ce que préconise par exemple aussi beaucoup Baptiste Morisot autour du loup, heu, de décloisonner un peu les anciens groupes politiques qui peuvent s'affronter sur des idées et d'aller vraiment sur le concret, ouais. Et sur sur des intérêts, collectifs, C'est de ça, l'humanité ouais, maintenant. et ancré dans un territoire. Je pense qu'il faut quand même, parce que la notion aussi, d'identité, de défense du territoire, on la laisse aussi aux mains de gens qui en font des choses pas très ni créatives, ni excitantes, et je pense que avec le territoire, on peut vraiment faire des belles choses aussi. Oui. Alors j'imagine que, vous avez fait, vous l'équipe du film, vous avez fait vous-même des efforts sans doute pour limiter votre empreinte carbone et les déchets peut-être, sur ce tournage? Alors on a fait, le plus de choses possible. Moi, je suis assez dubitatif sur l'empreinte carbone. On a essayé de s'inscrire dans un programme d'empreinte carbone et en fait, le consultant a commencé par nous faire des factures,
ce qui m'a un peu énervé. Et en fait, je crois que c'est vraiment devenu un business et puis, un label qu'on met, c'est pas loin du greenwashing parce qu'on peut acheter aussi du carbone. On sait bien que les arbres plantés, il y en a la moitié qui meurt et un arbre, qui a 4 feuilles, c'est pas comme un arbre, qu'on coupe, Dans une à l'autre forêt bout de la primaire. voilà, j'ai appris à m'en méfier, même si je pense que c'est quand même bien en tout cas, de faire un bilan carbone, de savoir où sont les grosses dépenses et d'aller dessus et c'est ce qu'on a fait et c'était surtout le déplacement, de l'équipe Oui, dans les différents points. Donc on a essayé de privilégier le train pour les voyages longs et le vélo pour, les voyages courts. On a offert des vélos, à l'équipe, on a défrayé uniquement le train, sauf pour 1 ou 2 personnes qui venaient vraiment de très loin et qui avaient pas le choix depuis la Nouvelle-Zélande, ça aurait été compliqué et c'était quelqu'un avec qui j'avais vraiment besoin de travailler, c'est le chef animateur et puis ensuite, ben, de sourcer, de manière locale, et durable, le bois, le papier, tout ce qu'on pouvait oui, et puis surtout de recycler ou de donner ou de mettre en ressourcerie, heu, tout ce qui est sorti, à le démontage du studio, il y avait beaucoup de choses, on a tout pu, remettre en place. Donc voilà, après c'est reste, comment dire? Un film, c'est une entreprise, artistique, mais c'est aussi, une organisation oui, économique, qui doit s'inscrire dans un budget donc on aurait pu aller beaucoup plus loin mais alors à budget limité, on a fait ce qu'on a pu, disons. Mais tout le monde a joué le jeu en tout cas, j'ai l'impression personne n'a dit: «Ah non, bof», on était je crois quand même tous, dans le choix des équipes, préoccupés par ce qu'on racontait autant que par la manière de fabriquer le oui. film. Le représentant donc, de la compagnie de déforestation dit à Jeanne, tu en as parlé tout à l'heure: «Tu Mmh veux mh. sauver cette forêt, il te suffira de convaincre tous tes semblables de manger local et de saison, sans consommateur, pas d'huile de palme. Bon courage!» C'est cruellement, juste cette analyse, ça semble, impossible, mais vous donnez des pistes, au public, pour faire agir et bouger les lignes et le film est donc accompagné d'une campagne d'impact. De quoi s'agit-il? Alors c'est exactement, comme tu as dit, je pense que, le slogan, de cynique de ce contremaître, c'est vraiment, c'est presque à moi qu'il s'adresse en fait, puisqu'avec ce film, c'est ce que j'essaye de faire comme Jeanne, ou comme, Keria qui filme et qui essaye de lancer une alerte, ou comme les cris et les SOS de Oui, Balavoine. Effectivement, chanson du film? on a peur que ça soit une bouteille à la mer, mais on fait tout ce qu'on peut pour que les gens, aient envie, de réfléchir et d'agir, et donc on essaie de pas faire la morale, mais on essaie quand même de donner des pistes dans le film, et là, c'est le contremaître qui fait un résumé très simple, de la situation, mais en disant: «Bon courage» parce qu'effectivement, c'est pas si simple, effectivement, parce qu'il y a la question des prix, il y a la question des habitudes, et puis enfin, il y a qu'à aller dans un supermarché pour voir, à quel point c'est puissant, quoi, tous ces rayonnages, et combien on est poussé à consommer sans réfléchir. Oui, Donc mais quand même, voilà, sur les projections que j'ai faites, il y a quand même, beaucoup d'enfants qui avaient envie d'agir et qui ont compris, voilà, que certaines pâtes à tartiner et certains yaourts et qui vont, je pense, faire attention avec leurs parents. Mais du coup, voilà, je pense que ça peut accompagner déjà des gens qui ont des idées là-dessus, mais j'espère que ça ira un petit peu plus loin et il y a d'autres actions. Effectivement, il y a 5 ONG qui travaillent, sur la défense, des droits des peuples autochtones, sur le commerce de l'huile de palme, sur, un achat communautaire de forêt aussi, Sarawak, Karawat, c'est l'association oui. Kalawait, ouais et puis, Greenpeace aussi qui a tout un dossier pédagogique autour de la forêt tropicale. Oui et Foodwatch que j'avais déjà, Voilà, rencontré pour So Sweet Planet, les qui est équipes de sur un gros dossier justement sur l'huile de palme cachée, dans la consommation courante. oui. Donc cette campagne Et ah oui et encore une action que je trouve très belle,
on l'a pas encore complètement ciblé, mais on va récolter plein de dessins d'enfants, et on essayera d'aller, interpeller, des politiques, soit en France, soit peut-être au niveau européen, avec ces dessins d'enfants sur, justement le libre-échange, et le non taxe, enfin le fait que l'huile de palme soit pas taxée, heu, voilà. Alors pour cette campagne, d'impact et pour, plus d'informations sur le film, il y a donc un site internet. Je vais mettre le lien dans le descriptif du podcast, sauvage au pluriel, tiret le film .com. Ah oui, quelques mots quand même sur le titre, parce que c'est vrai que le titre, il y a eu tellement de critiques sur cet, pas du film, hein, mais de ce mot de sauvage qui a été tellement mal employé et qui a fait tellement de mal. Et c'est vrai que moi, quand j'ai reçu le mail avec l'invitation pour le film, je me suis dit pourquoi un tel titre après tout ce qui s'est dit sur ce mot. Et en fait, c'est justement pour retourner le cliché. Oui, parce que c'est vraiment un mot, effectivement, selon à qui on l'adresse et comment on l'adresse, qui peut être, quelque chose d'admiratif et de fort et de libre, comme quelque chose de dangereux et de méchant ou de méprisant. Il y a 3-4, façons de donc c'est vraiment comme un jeu de miroir et en fait et effectivement, il y a des gens qui vivent dans la forêt sauvage, il y a des sauvages qui détruisent tout et c'est un peu toutes ces facettes-là qui étaient du coup laissées à libre interprétation du spectateur. Par contre, je me suis rendu compte que, c'était beaucoup plus compliqué dans les autres langues. Donc dans les autres langues, ça sera plutôt sauver la jungle, sauver Hershey parce que, il y a pas toute cette richesse dans le mot et du coup, on doit choisir un des angles et c'est beaucoup moins intéressant. D'accord. Claude Barras, un très grand merci déjà pour ton temps et surtout pour ce film d'utilité publique lui aussi. C'est vraiment très très riche, c'est très très beau. J'ai très très envie moi que tout le monde aille le voir, comme souvent les films ou les livres que je défends sur So Sweet Planet, parce que je trouve qu'ils ont voilà la bonne façon de parler, une bonne façon de parler des choses pour sensibiliser le plus grand nombre et pour essayer de contribuer à une amélioration. On est dans une telle urgence aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à la biodiversité, à des espèces qui sont en voie d'extinction, à notre planète, tout le mal qu'on lui fait et puis notre humanité, puisqu'on dit souvent hein, que la planète survivra, mais c'est plutôt le monde vivant et Mmh, l'humanité qui est ouais. mal en point. Donc Des vertébrés et dont nous faisons partie voilà, effectivement, mmh. c'est ça. Donc un grand, grand merci. Baptiste Morisot avait dans un de ses livres, je crois, il Qui a ça? dit: «On éteint la» Baptiste Morisot: «On éteint les forêts et le plancton, enfin toute la photosynthèse, planétaire pendant, 2 heures et en fait on est tous morts». On oublie quand même à quel point, on respire, ce qu'eux expirent et qu'on est vraiment liés, Oui, dans un mouvement, où on se nourrit des déchets de l'autre qui se nourrit de nos déchets et à quel point et je trouve cette image très, très belle, pour les gens qui des fois comprennent pas, juste de dire ça, je trouve que c'est, un résumé de notre, belle dépendance, oui. qu'il faut entretenir. Voilà, les écosystèmes, l'interdépendance. On a vraiment besoin hein, de façon urgente de comprendre, de reconnaître hein, comment tout cela fonctionne et que nous faisons partie d'un ensemble. On ne peut pas s'en extraire, ou si on s'en extrait, on se condamne. Donc c'est très simple en fait, mais bon, ça a l'air d'avoir Mmh, du mal à, en tout cas, c'est pas très facile à rendre compatible avec nos systèmes économiques et les systèmes dans lesquels on est embarqué. Donc un grand merci Claude Barras. Et le film merci à toi. sort en salle mercredi prochain. Donc alors je vais donner la date parce que peut-être que d'autres entendront le podcast ensuite après la sortie du film. Donc c'est mercredi 16 octobre 2024. Soyez tous au C'est ça. rendez-vous, vraiment, il faut aller voir ce film et surtout, n'attendez pas qu'il arrive sur vos petits écrans parce que ça fait vraiment partie des films qu'il faut voir en salle pour en profiter. Et pour écouter. Voilà. Un grand merci et surtout bonne continuation.
et puis on souhaite, Merci à tout toi, le meilleur à ce beau chef-d'œuvre. Merci. bonne continuation et puis, je me réjouis d'écouter, tes podcasts, parce que je voyage beaucoup en train en ce Ah, moment donc, je sais ce que je vais ah écouter. bah, super, ça me fait très plaisir. Merci C'est une beaucoup. belle rencontre. Merci, Au revoir. au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sauce Suite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.